Herman Van Rompuy, bonjour. Vous êtes le président du Conseil européen, pour faire simple, le président de l'Europe. Dans une autre vie, vous avez été Premier ministre en Belgique et vous êtes économiste, ce qui doit aider dans une Europe en crise. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des sushis, parce que je sais que vous aimez le Japon, en particulier la poésie japonaise, ce qu'on appelle le haïku. Vous avez d'ailleurs publié un recueil de haïku. Est-ce que ça vous aide à rester zen quand vous constatez que les Européens ont perdu confiance dans l'Union européenne? Oui. D'abord, on choisit le haïku parce qu'on est déjà un petit peu zen. Ce n'est pas le haïku qui provoque le zen, c'est l'inverse. Ceci étant dit, ça c'est un loisir, c'est tout, il ne faut pas y chercher beaucoup d'autres raisons. Et bien sûr, la situation actuelle me préoccupe beaucoup. C'est pour ça qu'on travaille tant, pour restaurer la stabilité financière d'abord, condition tout à fait nécessaire pour la croissance économique et l'emploi. On a obtenu des résultats, je crois, assez nets quant à la stabilité financière, mais on est en retard par rapport à la politique de croissance et la politique d'emploi, bien sûr. Mais vous diriez aujourd'hui que l'austérité, ça marche? Parce que là, on vient d'apprendre par la presse américaine que le FMI, dans un document qui aurait dû rester confidentiel, reconnaît que l'austérité, c'était une erreur, en particulier pour la Grèce. Oui. Mais combattre la crise de la dette souveraine en créant de nouvelles dettes, là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Quel était le problème de la Grèce, d'ailleurs, et de l'Irlande et du Portugal? C'est qu'ils n'avaient plus accès au marché. Donc, il fallait substituer, en fait, les marchés internationaux par des instruments européens. C'est par défaut qu'on a dû prendre toutes ces mesures. Et bien sûr, ceux qui ont prêté de l'argent, les contribuables européens, veulent qu'un jour, ils soient repayés. En fait, ils revoient à nouveau leur propre argent rentrer dans leur propre pays. Et donc, l'austérité est la conséquence logique. Oui. Si on donne davantage de temps à ces pays, alors il faudra augmenter le volume de prêts et donc augmenter, en fait, l'appel qu'on fait aux contribuables. C'est ça a été la raison. Disons, de toute cette opération. La Commission européenne, qui a aujourd'hui un droit de regard sur les budgets des États, vient d'accorder à certains États un délai supplémentaire pour rembourser leurs dettes, pour se conformer à l'orthodoxie budgétaire. C'est une façon de dire l'austérité, ça ne marche pas. Non, parce qu'on a en fait rendu à moitié les déficits publics. On a maintenant environ à 3%, moins de 3% en moyenne dans l'eurozone. On était à 6 à 7% il y a quelques années. Puisqu'on a obtenu des succès, disons, dans la diminution des déficits publics et aussi dans la dette publique, bien sûr, eh bien c'est à ce moment-là qu'on peut, en fait, assouplir les normes tout en gardant la direction. Et donc, en fait, la direction, c'est la chose la plus importante. La vitesse, ça, c'est autre chose, une fois qu'on a obtenu des résultats. Alors, je vous arrête, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question, on regarde. Bonjour, je m'appelle Philippe Van Perez, je suis philosophe, j'enseigne à Louvain et à Oxford. Monsieur le Président du Conseil européen, je me dis parfois que vous devez souvent vous sentir bien seul. Vous m'avez dit un jour qu'un des problèmes dans la politique belge, c'est que très peu de personnes avaient l'intérêt de l'ensemble du pays à cœur et que la plupart se préoccupaient seulement de leur communauté. Seul le Premier ministre, les vice-premiers ministres avaient vraiment à cœur l'intérêt de l'ensemble du pays. Alors maintenant, dans vos fonctions actuelles, est-ce que ce n'est pas bien pire? Vous avez autour de vous, autour de la table, vos 27 camarades, les premiers ministres, présidents, qui pensent beaucoup plus à l'opposition dans leur propre pays, à leur propre électorat, qu'à l'intérêt de l'Europe entière. Donc, ma question, est-ce que vous avez, dans votre expérience, trouvé ça gênant? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les choses pour que votre successeur se sente moins seul à se préoccuper de l'intérêt de l'ensemble des habitants de l'Union européenne? Merci de votre réponse. Merci Philippe. On se connaît très bien. Je le respecte beaucoup d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout à fait exact ce qu'il dit. Bien sûr, les leaders européens, membres du Conseil européen, Premier ministre, chefs d'État, sont élus dans leur propre pays.
Donc ils doivent aussi défendre l'intérêt de leurs électeurs. Je ne parle pas du fait qu'ils doivent être réélus, mais ils défendent l'intérêt national. Mais ils se sont aperçus au cours de cette crise, et même très vite, et certains même dès le début, que l'intérêt européen et l'intérêt national coïncident. C'est pour ça qu'on a fait tellement d'efforts pour que la Grèce reste dans l'eurozone, membre du club. C'est pour ça qu'on a donné tellement de peine, même pour que Chypre reste dans l'eurozone. Parce qu'on savait que si un pays quittait, ça provoquerait un effet de cascade. Et en fin de compte, on n'aurait pas une récession, mais une dépression. Donc l'intérêt national et l'intérêt européen, dans beaucoup de cas, coïncident. Philippe Van Parijs parlait de votre successeur. Votre mandat se termine en décembre 2014. Vous faites quoi après ? Je n'y ai pas encore réfléchi. On a encore 1 an et demi à travailler durement. Mais il se peut que je ferai ce que j'ai lu dans le temps, dans un livre magnifique d'André Malraux, Les Chiens de Conabas, son grand dialogue avec le général de Gaulle. Et il citait à un moment donné le commandant en chef des armées allemandes. Et on lui posait la question, qu'est-ce que vous ferez, mon général, après votre mandat ? Il dit, voir grandir un arbre et jouer avec les enfants. Voilà. On verra si vous tenez parole. Question d'un internaute, Manuel Willems de Bruxelles. Qu'on laisse entrer la Turquie dans l'Europe. Avec une croissance de 4% cette année, les Turcs donnent l'exemple et pourraient doper l'Europe. Mais évidemment, M. Van Rompuy, qui est très chrétien, ne sera pas d'accord. Je viens de visiter la Turquie. Et je viens de dire au Premier ministre turc, bien sûr, il se trouve maintenant dans une position bien délicate, mais il y a 15 jours, ce n'était pas encore le cas. Je lui ai dit, écoute, la Turquie est candidat membre de l'Union européenne. Eh bien, moi, je ferai de sorte que ce processus continue. Je ferai de sorte... Vous n'êtes pas très favorable, vous l'avez déjà dit. Moi, je suis un légaliste. Mon opinion personnelle ne compte en rien dans tout ça. On a pris la décision en 1999 d'accepter la Turquie comme candidat. On a commencé les négociations en 2005. Les négociations ont été bloquées il y a maintenant 3 ans. Et la France vient de dire, écoute, on veut ouvrir un nouveau chapitre. Eh bien, on va discuter de ce nouveau chapitre et il se peut qu'il y ait d'autres chapitres qui s'ouvrent les années qui viennent. Donc, moi, je me place dans cette continuité-là. Et là, les événements actuels donnent raison à l'Europe qui dit la Turquie n'est pas prête à entrer dans l'Europe. Mais il y a eu dans d'autres pays européens aussi des émeutes. Ce n'est pas le seul pays dans lequel on vit de telles situations. Mais en tout cas, les réformes politiques ont eu lieu. Là, il faut l'avouer, même ceux qui sont adversaires de la candidature de la Turquie, les réformes politiques qui ont eu lieu sont des réformes qui sont tout à fait importantes par rapport au régime qu'a connu la Turquie. Il ne faut pas oublier que la Turquie vient de différents épisodes de dictature militaire. Alors, la Croatie va entrer dans l'Union européenne en juillet. Les Croates ont d'ailleurs déjà voté pour leurs députés européens. Participation, 20%, une vraie débâcle. Ça vous fait pas peur quand vous imaginez les résultats, la participation aux élections européennes l'an prochain ? Oui, bien sûr, c'est un problème. C'était déjà un problème. Donc, ce n'est pas nouveau. Le taux de participation pour les élections européennes a été fort bas aussi la fois passée. Mais c'est parce que les citoyens n'ont plus confiance dans l'Europe. C'était ma première question, vous n'y avez pas répondu. Comment faire pour recréer de la confiance ? Oui. Je n'avais pas l'impression que vous m'avez posé la question telle qu'elle. Mais je dirais qu'il y a une crise beaucoup plus générale que la crise européenne. Il y a certains partis, en France par exemple, des partis plutôt extrémistes, qui ont eu le même score maintenant qu'il y a 10 ans. Dans mon propre pays, dans ma propre région, il y avait un parti extrémiste qui a eu un score de 25% en 2004, bien avant la crise financière. Donc il y a, disons, des courants populistes très présents dans la société européenne, même dans notre civilisation, pour ainsi dire, bien avant la crise actuelle. Donc la crise actuelle, bien sûr, a renforcé ces tendances. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de montrer que notre approche, même si ça prend du temps, produise des résultats en termes de
prospérité, en termes d'emploi. Ça prend plus de temps qu'on le croit, mais je suis sûr qu'on y arrivera. Et ce jour-là, on pourra dire aux Européens, eh bien, on a passé une période difficile, on a demandé des sacrifices, les gouvernements ont dû prendre des mesures impopulaires, courageuses aussi de leur point de vue, mais ça a eu des résultats. Et je suis sûr que par après, on dira qu'on a passé une très mauvaise période, mais une période tout à fait nécessaire et qui est la base de la prospérité future. Herman Van Rompuy, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va s'attaquer à ces sushis pour rester zen. Merci.